Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue citoyen, l'émission d'interaction entre gouvernés et gouvernants. Vous connaissez désormais l'objectif, c'est de permettre le suivi du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré par des organisations de la société civile. Et Dialogue citoyen est co-organisé par, bien sûr, la RTB, mais aussi la CODEL, Diaconia et WaterAid. Et ce soir, nous avons comme invité le professeur Al-Kassoum Maïga, il est ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Avec lui, nous parlerons des réformes au sein des universités publiques, la qualité des enseignements dans les universités et instituts ou écoles privées, ou aussi de la recherche scientifique et de l'innovation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Simon. Avant de revenir à vous, permettez-moi de préciser quand même que cette émission n'est ni un entretien, ni une interview, mais c'est beaucoup plus un dialogue entre les citoyens et vous, monsieur le ministre. Et donc, il revient aux citoyens de poser des questions et vous serez chargé de répondre. Et moi, je vais juste assurer la modération. Pour participer, donc, appelez-nous au 25 40 79 03 ou tout simplement vous allez sur la plateforme www.presimet.bf/dialogue citoyen. Vous pouvez nous poser des questions. Alors, monsieur le ministre, on va dire bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là ce soir alors que nous parlons en ce moment. Il y a des étudiants qui sont dans leur canapé, qui nous suivent, et qui se posent encore des questions parce qu'ils ont passé 5 ou 6 ans à l'université, ils attendent encore leur premier diplôme. Dans le programme du président du FASO, il a parlé de valoriser l'enseignement supérieur et beaucoup plus de motiver le succès étudiant. Il se trouve qu'on peut passer encore à l'université de Ouagadougou, Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, Ouaga 2, ou encore Koudougou, Bobo Dioulasso, 3, 4, voire 5 ans, sans avoir encore un seul diplôme. Comment vous expliquez cela? Bien. Merci Simon. Je voudrais donc, avant d'avancer sur vos préoccupations, commencer, pour ne pas oublier de le faire à la fin, commencer par remercier la télé nationale, le réseau radio, tout ce qui nous permet d'aller au contact des populations, de nous introduire encore ce soir dans les ménages des populations burkinabées. Vous remercier pour cette mission de service public que vous accomplissez encore une fois. Remercier ceux qui sont là, vos collaborateurs, les étudiants, mais aussi les ONG qui sont là, parce que tout ce monde accorde un intérêt au système d'enseignement supérieur. Et surtout mentionner qu'on remercie la CODEL, WaterAid, Diaconia, pour cet exercice qui nous permet encore de faire pour nous faire comprendre et pour permettre aux populations de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent dans le système d'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, des engagements ont été pris. Oui, encore aujourd'hui, il y a des étudiants qui passent, comme vous l'avez dit, 5, 6 ans, peut-être 7, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, sans avoir eu les diplômes pour lesquels ils sont venus. Et quand on est responsable d'un tel système, il y a des motifs à frustration et je ne dirais pas de déception, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on est très content de ce qu'on voit. Mais en même temps, il y a plusieurs facteurs et plusieurs phénomènes qui nous ont conduits dans cet état de léthargie. Il ne faut pas tout de suite faire le lien avec les engagements du président du FASO, mais il y a des engagements qui ont été pris pour faire en sorte que progressivement les choses s'améliorent. Et cet engagement, c'est le temps d'un mandat qui va jusqu'en 2020. Il n'est pas dit que dès la première année, tous les problèmes sont résolus, mais il est dit que progressivement, des réalisations vont se faire. Et on devrait, en sortant d'ici, se rendre compte qu'effectivement, il y a eu de l'action humaine qui aura permis de changer les choses dans le sens positif. Sauf qu'on est à la deuxième année et que 2020, c'est dans peut-être 3 ans. Oui. Si 2 ans après,
rien n'a été fait, peut-être que les 3 prochaines années vont nous surprendre. Je n'irai pas dans ce sens pour dire que rien n'a été fait, et je vais vous montrer que beaucoup de choses ont été faites dans ce sens, justement. D'accord, quelques exemples. Alors, quelques exemples. Si vous faites le tour sur le campus de Ouaga 1, vous allez voir le nombre d'infrastructures qui ont été réceptionnées. Tout de suite, rentrer, on n'est pas loin de l'université, rentrer par la grande porte, aller sur l'emplacement là où il y avait ce qu'on appelait l'IMP dans le temps, vous vous rendez compte d'un bâtiment impressionnant qui est là, qui a été réceptionné. Vous continuez vers la fac de santé. Pardon? L'œuvre du PSUT? Non, vous parlez de l'œuvre du PSUT, mais on sait comment ça a été... Le PSUT, c'est le programme de... Oui, mais le PSUT a planifié des infrastructures sans préciser où est-ce que l'argent sort pour les réaliser. Et c'est l'actuel gouvernement qui a mobilisé les fonds pour achever. Donc l'idée est belle. Bon, on peut accorder à la transition et au PSUT l'idée, mais ça, c'est pas dire que c'était des fonds qui ont été bloqués parce que le PSUT en a décidé ainsi, parce que la transition en a décidé, on a mis les fonds dans un compte pour dire que allez, on réalise jusqu'à la fin. Non. Vous savez comment ça fonctionne, cette réalisation. Vous avez un budget pour un moment donné, l'année suivante, il faut programmer. Il a bien fallu que le gouvernement actuel s'approprie cette idée et que des décisions courageuses soient prises, qu'on priorise pour faire en sorte que ces engagements soient respectés. Donc alors, on pourra dire c'est PSUT, mais j'insiste pour dire que c'est l'actuel gouvernement qui a permis donc de mobiliser les fonds pour achever ces infrastructures. Donc sur le campus de Ouaga 1, vous en trouverez. Si vous partez à Bobo, nous sommes à la phase 2 d'un projet de cité universitaire. La première phase, c'était 1008 lits. La deuxième phase, encore qu'on a lancé courant mai passé, c'est une cité de 1008 lits. Je vous parle des choses récentes. Il y a 3 semaines, je pense, on a signé un contrat pour réaliser une IFR en sciences et techniques au niveau de Ouaga 2 et réaliser une cité de 1500 lits avec un restaurant de 800 lits et toutes les commodités qu'il faut pour que les étudiants se retrouvent. Donc ça, c'est des fonds BADEA. Le processus a été conduit par l'actuel gouvernement et on attend donc de lancer les travaux courant ce mois de mai. On est en train de mobiliser des fonds également pour la même infrastructure, mais un peu plus grande, pour Koudougou, où il y aura aussi une IFR en sciences et techniques, plus maintenant une cité universitaire et un restaurant universitaire. Donc ça, ce sont les dossiers assez avancés, financement de BADEA également, et on espère que d'ici la fin de l'année, ça va être fin prêt oui, mais pour qu'on puisse lancer ministre, les travaux. Comment cela peut permettre à l'étudiant, avant tout qui est devant sa télé actuellement, qui a passé 5 ans à l'université, qui n'attend plus qu'à avoir son diplôme, peut-être son premier diplôme universitaire. Oui, mais quand on travaille, vous faites de la planification. La planification, c'est d'imprimer une vision. On n'a pas dit que ceux qui sont là depuis 5 ans, 6 ans doivent attendre ces bâtiments pour avoir leur diplôme. Il y a d'autres activités qui se mènent parallèlement pour faire en sorte que ceux-là qui sont dans cette situation, qu'on leur trouve des solutions. Mais ce dont je parle, les infrastructures, c'est pour faire en sorte que les générations qui viennent ne subissent pas les mêmes souffrances et les mêmes affres. Que ces générations à venir trouvent des conditions infrastructurelles plus acceptables. Parce que je ne veux pas dire qu'on va satisfaire à 100%, puisque vous voyez que le nombre d'étudiants ne fait que grimper. Cette année, plus de 30 000 étudiants. 28 000 qui ont eu leur bac au Burkina, 3 000 qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, qu'on doit bien inscrire dans nos universités. Donc comment vous imaginez que si on ne fait pas cette planification et on ne fait pas des réalisations conséquentes, qu'on puisse donc arriver à trouver des solutions. Maintenant, quel est le travail qu'il faut faire pour que ceux dont vous parlez, qu'on trouve la solution assez rapidement? Et pour ceci, cette année, pour la rentrée 2018, nous sommes rentrés dans une logique de réquisition d'infrastructures. Donc au niveau du CIAO, nous savons qu'il y a des salles de grande capacité qui étaient, de par le passé, louées par Ouaga 2 pour donc faire les cours dans ces salles-là. Mais le gouvernement a engagé une action en concertation entre le ministre en charge de l'enseignement supérieur et le ministre en charge du commerce et de l'industrie, de l'artisanat, pour que le CIAO pour 2017-2018 soit réquisitionné pour qu'on puisse donc mis à la mettre... disposition du ministère des enseignements supérieurs. Pardon? Mis à la disposition de notre ministère. Oui. Nous, on va se charger d'aller chercher les équipements pour pouvoir accueillir les étudiants à ce niveau-là.
Dans le domaine de la réquisition toujours, nous avons échangé avec le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi, parce qu'ils ont un centre de grande capacité de formation à Bobo, et le processus est en cours pour qu'ils nous remettent ce centre-là, pour qu'en 2018, on puisse gérer nos étudiants de la ville de Bobo. À Koudougou et autres, on fait le même travail. Mais parallèlement, nous sommes en train d'installer les chapiteaux sur donc, le campus de Ouaga 1. Ceux qui ne croient pas, ils peuvent faire un tour, ils trouveront que le génie militaire est en train de faire le travail pour qu'on installe 2 chapiteaux de 1000 places, de 1000 tables. Ça fait donc 2 chapiteaux, ça fera 2000 places pour les étudiants. Que ça résistera aux oui, mais normalement, je pense que ce n'est pas les intempéries le problème, c'est des choses quand même résistantes. Si ça résiste au désert, ce n'est pas ici, ça ne va pas résister. C'est des choses à quand même éprouver. Mais en plus, dans notre propre budget, nous faisons le travail pour dégager des fonds par réaménagement, pour ajouter encore des chapiteaux de grande capacité et confectionner des tables, faire de la sonorisation pour permettre effectivement, pour le moment, d'accueillir les étudiants dans ces espaces-là, en attendant que vous allez voir qu'il y a une grande planification aussi d'infrastructures en termes d'amphi de 750, 1500 places qui sont planifiées, qu'on puisse avoir tout ceci. Donc, allons-y avec ce qu'il est possible de faire assez rapidement pour juguler les problèmes que nous avons pour le moment. Ça, c'est ce qui est des infrastructures. Des infrastructures. Après, il y a peut-être les enseignants. Les enseignants, oui, ça aussi, merci de me le rappeler, parce que pour ce qui est des enseignants, même aujourd'hui, pour ceux qui sont informés, ils savent que les auditions sont en train de se faire parce que nous recrutons cette année 100 nouveaux assistants et 47 chercheurs. Donc les 100 des gens qui ont l'air doctorat, on a ouvert des postes un peu partout. Pour Ouaga 1, une trentaine de postes, à peu près 15 postes pour Ouaga 2, et autant de postes pour Koudougou, pour Dédougou, non pardon, pour Bobo, et puis environ une dizaine de postes d'enseignants assistants pour Dédougou, Ouaïguia et Fada. Donc aujourd'hui, depuis lundi, ils sont dans les auditions des candidats qui sont venus d'un peu partout, de Ouagadougou, de partout, même de la diaspora, parce que nous avons des Burkinabés qui ont fait des doctorats qui sont à l'extérieur, qui sont intéressés de venir enseigner, qui ont déposé, c'est au ministère qu'on a centralisé. On a changé le système de recrutement. De par le passé, chaque département pouvait faire, on leur accordait des postes, ils recrutaient. Mais pour un souci de transparence, nous avons harmonisé les critères donc, de recrutement en faisant en sorte qu'on recrute au même moment les 100 assistants et les 47 chercheurs. C'est des jurys mixtes où vous avez des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui sont ensemble. Un jury d'à peu près une dizaine de personnes, un peu moins, quelquefois ça dépend des spécialités, mais qui sont en train d'écouter, puisqu'ils ont fait d'abord un travail à partir des dossiers soumis qui ont été examinés. Donc, on va compléter par des entretiens et la note de l'entretien, la note donc, technique du dossier, ces notes vont être mises ensemble pour classer les candidats et retenir les meilleurs qui vont pouvoir donc être des assistants ou donc des attachés de recherche. Oui, alors ça c'est pour 2017. J'arrive. La question clairement c'est, parce qu'il était attendu qu'à la rentrée d'octobre là, on puisse passer à la normalisation. Non, personne n'a dit que ça sera en octobre. Octobre, c'est un processus. C'est déjà, si vous suivez, je vous dis, 2016, tout le monde reconnaît que des efforts ont été faits. De par le passé, on a connu des années où les bacheliers de 2014-2015 ne sont rentrés sur les campus qu'un an après, voire un an et demi après. Mais 2016, il n'y a aucun bachelier qui est resté en dehors du campus. Ils ne sont pas rentrés peut-être en octobre, mais tous les bacheliers sont rentrés et ils ont commencé leur S1 dans toutes les universités. Donc, S1, la dynamique, le S1, parce que nous sommes dans le système LMD. Le S1, c'est le premier semestre de la licence, parce que la licence est compartimentée en... C'est la précision juste qu'on voulait, vous pouvez avancer. Oui. Tout à fait. Donc, dans ces conditions-là, nous pensons qu'on est dans un début de normalisation déjà. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte que les bacheliers de 2017 rentrent plus tôt que ceux de 2016. Si on arrive à le faire d'ici la fin de l'année ou en janvier ou plus, on va... Puisqu'on a enfin... Oui, mais on va y arriver. Mais je dis si, parce que je suis un scientifique, je ne veux pas être quelqu'un qui je ne suis pas carré, mais je dis qu'on réunit les conditions, mais quelque chose peut arriver que les conditions changent. Vous comprenez? Donc, nous sommes sur le terrain où c'est des humains, où c'est du matériel, où c'est des acteurs multiples, donc quelque chose peut se passer. Donc, il faut toujours aller avec les conditionnalités. Mais on va faire en sorte que dès ce premier trimestre de 2017-2018, que tous les bacheliers soient sur les campus.
Et si on fait ça, je pense qu'on on pourra nous dire merci et bravo. Même si des gens pensent que rien ne se fait, mais quand on regarde ce qui s'est fait en 2016, moi je dis déjà, je félicite tous les acteurs, les étudiants, les enseignants, les qui a mis du sien pour qu'en 2016, tout le monde puisse être sur les campus. 2017, on pense qu'on ne doit pas reculer, on doit gagner encore quelques mois. C'est en grignotant des mois qu'on arrive donc à rétablir l'ordre normal. Mais pas en disant que, allez, 2000 octobre, là, on a fini. Non, c'est un processus long qui nous a conduit là. Et ce processus long a besoin qu'on ait des mesures rigoureuses pour pouvoir rétablir l'ordre normal progressivement. Alors, ça c'est pour ce qui est de la normalisation des universités. On va parler de la recherche avant de recevoir la première personne qui va venir échanger avec vous, parce que dans le programme du président Kaboré, il est prévu justement d'ériger, sinon d'inscrire cette question de recherche dans ce qu'il a appelé les priorités nationales, oui. Sauf qu'en 2016, avec une inscription d'une ligne budgétaire conséquente pour la recherche, sauf qu'en 2016, 60% du budget consacré à la recherche venait de l'extérieur. Bah, mais il n'y a pas de scandale en cela. Oui, mais sauf que... Non. Vous parlez de statistiques, je pense que vous avez des statisticiens dans votre équipe. Bon, les 40%, c'est conséquent, mais ces 40% peuvent être plus élevés que les 60% d'il y a 2 ans. C'est ça le problème. Si le budget a augmenté, il n'y a pas de scandale à dire que 60% viennent de l'extérieur. 40% d'1 milliard et 60% d'1 million, vous comprenez que ce n'est pas la même chose qu'on est en train de comparer là. Donc ça, ces statistiques-là, il faut faire attention à les manipulant. C'est pas ça qu'il faut regarder. Mais qu'est-ce qui a été mobilisé en tant que, comme ressources mises à la disposition de la recherche? C'est là qu'il faut regarder. Et quand vous regardez, il y a des choses qui ont été faites. Sauf que celui qui vous finance oriente quand même votre ligne de recherche. Pardon? Celui qui vous finance oriente forcément votre ligne de recherche. Non, qui vous dit ça? Non, il ne va pas venir chercher. Nous avons une recherche souveraine. On ne va pas aller signer n'importe quoi avec n'importe qui parce qu'il nous amène de l'argent. Il y a des codes d'éthique dans ce pays. Il y a une déontologie. Et tous les chercheurs ont signé le code d'éthique et de déontologie du CAMES pour commencer. Et dans ce pays, vous savez qu'il y a l'Institut national de la statistique aussi, qui a quand même des règles qu'on doit respecter. On ne peut pas aller manipuler les populations n'importe comment parce qu'on a quelqu'un qui donne son milliard, qu'on doit lui donner des résultats. Je pense que le pays a déjà lui-même encadré tout ce processus-là, de sorte qu'on ne peut pas aller de façon hasardeuse. Si un chercheur nous ramène des choses qui ne tiennent pas qu'il faut faire, je pense que le ministère se fera fort pour dire cet argent, on n'en veut pas. C'est tout ce qu'il faut faire. Sauf qu'il y a des résultats de la recherche aussi qui... Faites confiance à vos chercheurs. Oui, il y a des résultats qui dorment quand même dans les tiroirs. Non, ces résultats ne dorment pas. C'est ceux qui ne vont pas chercher qui trouvent qu'ils dorment. Les chercheurs burkinabés, ils ne viennent pas partout dire que j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Mais nous avons ce qu'on appelle l'ANVA, l'Agence nationale d'évaluation des résultats de la recherche. Qui n'a pas de ressources nécessaires. Non, qui a des ressources. Il ne faut pas dire ça. Ah bon? Non, qui a des ressources et qui fait beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, on a eu donc, ils ont fait des journées à Bobo. Donc les chercheurs vous ont entendu? Bah, ils m'entendent. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont riches. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont riches. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas de la misère non plus. Je suis en train de dire que l'État met ce qu'il peut mettre et planifie d'en mettre un peu plus. Maintenant, un chercheur, il ne doit pas rester cramponné à ce que l'État lui rapporte. C'est là que nous sommes différents des autres en tant que chercheurs. Il y a des fonds compétitifs qui sont ouverts partout. Et quand vous voulez afficher votre profil de chercheur international, vous devez aller en compétition avec les autres chercheurs. Et là, nous, on décroche des fonds. C'est ça les 60% dont on parle. Pas parce que l'État n'en met pas, mais parce que nous, on veut montrer aussi que nous sommes assez compétitifs pour être le terrain où les gens se disputent les fonds. On va prendre le verre à moitié plein. Non, ça c'est le vôtre. Vous tentez de le faire. Alors, avant de passer justement à Bintou Diallo, qui va s'installer en face de vous. Bintou, allez-y. Monsieur le ministre... On a commencé à me menacer déjà. On apprend que le président français Emmanuel Macron arrive à Ouagadougou en mi-novembre. Oui. Et il doit prononcer son discours à l'université de Ouagadougou, Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Non, j'ai eu quand même des échanges avec le président de l'université, Ouaga 1, qui m'a
fait savoir qu'il a eu en tout cas des contacts avec l'ambassade dans ce sens. Et qu'en tout cas, il a un souhait très ardent de se présenter dans un amphi au niveau de l'université Ouaga 1. Maintenant, la faisabilité, c'est l'ambassade, le ministère à travers Ouaga 1. On va regarder comment tout ceci est possible. Ce n'est pas encore conclu. Je ne dirais pas conclu, mais en tout cas, la volonté est là. Nous n'avons pas dit non et nous attendons qu'il aille de plus en avant de sa volonté et on pourra vous le confirmer. D'accord. Merci. Bintou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en face du ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Madame, bonsoir. Ma petite première question par rapport à la question que vous avez posée. Est-ce que le fait d'hésiter serait que nous ne sommes pas assez fiers de nos bâtiments pour accueillir le président français? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Parce que ce n'est pas à nous de prendre la décision. Okay. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous n'allez pas vous jeter de c'est à eux de confirmer qu'ils sont encore dans la volonté de le faire et nous, on accompagne, on aménage les conditions. Mais moi, j'ai un bâtiment à Ouaga 1 dont je suis fier. Le bâtiment dont je vous ai parlé, allez, faites un tour. On aurait pu même faire notre émission là-bas. Celui du PSUT, là? Oui, non, pas celui du PSUT. Bintou Diallo, allez-y. Monsieur le ministre, Madame, quand je vous entends, j'ai l'impression que mes jeunes, tout va bien à l'université. Tout est pris en charge. Les bâtiments sont en train de venir. Après 2 ans, tout est en bonne voie. Merci donc de le comprendre. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Non, merci de le comprendre ainsi, chère madame. Oui. Mais je ne suis pas dans une vision idyllique à dire aux gens, allez dormir, tout va bien. OK. Tous mes discours ne se passent là. Okay. Je dis, il y a des problèmes. Mais on ne peut pas dormir parce qu'il y a des problèmes. Nous, on est en train de se battre pour que les problèmes reculent. Ça marche. C'est ce que je suis en train de dire. OK. C'était pour planter le décor. Je vous voyais venir de toutes les façons. Monsieur le ministre, l'éducation a augmenté de plus de 40% au Burkina Faso les 5-10 dernières années. Mais on constate aussi que seulement 10% des étudiants, des élèves, du primaire jusqu'au bac, seulement 10% arrivent à l'université. Et le pire, c'est qu'il y a un rapport qui vient de sortir de la Banque mondiale qui donne une qualité peu appréciable du niveau de nos bacheliers, déjà pour entamer l'université. De nos bacheliers burkinabés? Oui. Ah oui? En général, en Afrique. En Afrique, oui, d'accord. Mais le Burkina fait partie des 8 derniers. De l'Afrique, oui? Oui. Oui. Du monde, des 8 derniers. OK. Voilà. Et j'ai entendu le Premier ministre dire récemment que le taux d'exécution du PNDS par rapport aux engagements du ministre, on est à plus, voilà, du président, on est à peu près à 46% physique et 63% budget. Oui. Moi, j'aimerais savoir quel pourcentage a été dédié à l'enseignement supérieur, mais pas seulement en pourcentage, pas seulement en chiffres, en qualité et concrètement visible, qui a fait une amélioration conséquente sur la vie des étudiants. Bien. Alors, vous partez de ce rapport-là, mais ce rapport ne dit pas que nous avons des bacheliers médiocres. Moi, quand je suis le cursus des Burkinabés qui sortent là et qui vont au Maroc, qui vont en Tunisie, qui vont en France, quelquefois ils arrivent avec 1 mois, 2 mois de retard, mais les rapports que nous avons font état du fait qu'en dépit du rapport, ils sont parmi les premiers. Donc nous n'avons pas de problème avec notre baccalauréat. Nous avons un bac fiable et nous avons une formation de qualité. Quand je regarde ceux également qui sortent des licences et des masters, qui vont en Europe pour aller faire des thèses, ils ne sont pas parmi les derniers. D'ailleurs, ils arrivent et puis on se rend compte que du point de vue des cours, ils sont en avance sur les autres. Donc nous pouvons être fiers de ce que nous offrons comme formation. Nous avons des difficultés, mais ces difficultés ne doivent en aucun cas faire en sorte qu'on désespère de ce qu'on offre comme formation. Moi, je dis bien, nos enseignants, quand ils vont en compétition au niveau du CAMES, qui est un grand espace
de compétition, les résultats sont éloquents. Dans certains cas, 100%, 90% de taux de succès. Quand on regarde les résultats au niveau de l'agrégation, du concours d'agrégation, les Burkinabés, ils sont très bien placés et parmi les meilleurs. Donc, oui, il y a des problèmes, mais on ne veut pas dire que notre système, il est un peu bancal du point de vue de la qualité. Maintenant, il y a évidemment des difficultés qui font qu'on n'a pas assez d'espace pour que les étudiants qui sont sur les campus, ils soient dans les conditions les meilleures pour l'apprentissage. Okay. Pouvons-nous revenir sur le pourcentage qui a été mis dans l'enseignement supérieur par rapport aux acquis voilà, de mise en œuvre du PNDES? Oui, d'accord. Je pensais qu'il fallait finir avec, puisque vous avez posé dans un ordre bien précis, n'est-ce pas, vos questions, j'attendais d'épuiser cela pour glisser vers le PNDES. Nous avons effectivement, nous aussi, fait notre bilan. Et de façon, peut-être pas des pourcentages, j'ai des réalisations ici dont je peux vous parler. En termes d'amphi. Il y avait des engagements pour un certain nombre d'amphi, mais nous avons déjà pu mettre en place des amphis de 750 places jumelées au niveau de l'université Ouaga 2, au niveau de Koudougou, mais aussi au niveau de Bobo. Il y a un amphi qui est totalement achevé. On est sur le processus de connexion avec le circuit d'électricité, le réseau de l'ONEA, pour le rendre donc fonctionnel. Ça, ce n'est qu'au niveau des amphis. Les bâtiments pédagogiques, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait des CIP qui sont des centres universitaires polytechniques d'Edougou, Waïgouya, Fada. Sur tous ces 3 centres, nous avons réalisé des bâtiments R+2 qui comportent des salles de classe, qui comportent des bureaux pour enseignants, et à côté, vous avez aussi les restaurants qui ont été construits, et ça également, c'est dans le cadre du PNDES. Les équipements ont été déjà commandés et livrés à ces bâtiments-là. Donc nous sommes en train d'attendre de connecter tout ceci pour qu'à cette rentrée, ces bâtiments puissent être fonctionnels. Alors, je peux vous parler bien sûr d'autres choses, parce qu'il y a la question de les bibliothèques, parce que notre difficulté, c'est aussi des problèmes des problèmes de documentation. Donc, au niveau de Koudougou, c'est un bâtiment R+4 qui est en finition pour nous permettre donc d'avoir la documentation pour les étudiants. Alors, je vous ai parlé tout de suite de toutes ces infrastructures qu'on est en train de lancer par-ci, par-là, les cités universitaires, et toujours dans le cadre du PNDES, d'ici la fin de l'année, notre vœu le plus ardent, parce que ça a été inscrit en PPP, on est dans les discussions, c'est de mettre une cité de 1000 lits encore à Ouaga 2, une cité de 500 lits à Dédougou, une cité de 500 lits à Fada et une cité de 500 lits à Waïgouya. Donc voici ce qui est en train de se faire pour que le PNDES puisse nous permettre donc de transformer de façon fondamentale la réalité sur nos campus universitaires. OK. Le système LMD. Oui. Normalement, le principe, c'est que l'étudiant a 60% de recherche et 40% d'études didactiques et pédagogiques dans les salles. Mais au Burkina Faso, si je connais assez bien mon université et mon campus, parce que je suis souvent là-bas, mon ONG travaille qu'avec les jeunes pour la promotion de la jeunesse et pour la mise en œuvre des ODD, pour lesquels justement le Burkina a signé et ratifié les conventions. Il n'y a aucune bibliothèque digne de ce nom qui permette la mise en œuvre de l'LMD au Burkina Faso. Au-delà des bibliothèques aussi, il y a des questions de connectivité. Je vais vous répondre sur toutes ces questions. Voilà. Oui. Alors que le nous sommes dans déjà 4-5 ans, ou sinon plus, du système LMD. En attendant qu'une bibliothèque digne de ce nom voit le jour, alors que nous sommes en train de mettre en œuvre un système dont nous n'avons pas les moyens, que deviennent ces jeunes qui sont dans ce système? Quoi qu'on dise, vous avez parlé des infrastructures et ainsi de suite,
Pour moi, la qualité de l'éducation est nettement au-dessus des infrastructures. L'expérience que j'ai avec les jeunes, quand je sors avec eux et que nous allons dans des conférences à l'international où nous participons à des débats, la plupart du temps, quelle que soit la formation, on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans la qualité de l'individu qui se trouve devant nous. Le capital humain dont on parle. Quand est-ce que, si vous pouvez nous donner un délai, ou quel engagement vous prenez ici pour dire que d'ici 2020, nous allons avoir par exemple une bibliothèque digne de ce nom, avec les standards internationaux, avec une connexion qui permette à l'étudiant burkinabé de consulter sa bibliothèque où qu'il soit dans le monde, comme ce qui est fait avec toutes les universités qui pratiquent ce système-là. Bien, je réagis sur tout ça assez rapidement. Dernière question. Alors, j'ai une dernière question. Moi, je dirais pas qu'on n'a pas une bibliothèque digne de ce nom. Ça, je ne dirais pas ça. Moi, nous avons appris dans ces conditions, et beaucoup de ceux qui sont peut-être pas sur ce plateau, ils ont appris à l'université Ouaga 1. Nous avons une grande bibliothèque. Maintenant, le problème de cette bibliothèque, peut-être des ouvrages quelquefois en exemplaire unique, peut-être même le problème même de place pour accueillir tout le monde, c'est compliqué. Mais il y a des ouvrages à l'intérieur. Maintenant, ce n'est pas suffisant, il faut le dire. Mais il ne faut pas dire qu'elle n'est pas digne de ce nom. Sauf qu'aujourd'hui... non, j'arrive, attendez. Monsieur le ministre, je précise en fait la question, sauf qu'aujourd'hui, la plupart de ces informations qu'on recherche se trouvent sur la toile. Laissez-moi, si vous me laissez compléter... Je vous permets de compléter en vous donnant aussi des détails. Oui. Le président du Faso avait notamment promis de subventionner par exemple l'acquisition mais c'est de ça que je vais vous parler. Les laboratoires. De 40% par exemple pour les étudiants en licence. C'est de cela que je vais vous parler maintenant. Okay. Parce que je parle de ma bibliothèque qu'on considère comme étant pas une bibliothèque alors que nous avons appris dans ces conditions-là. Et ça, je vais répondre sur ça d'abord. Moi aussi, j'ai appris dans ces conditions, monsieur le ministre. Voilà, donc mais ça reste que quand on voit ailleurs la qualité qu'on donne à cette bibliothèque, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Et pour moi, ce que je voudrais, c'est qu'une meilleure université, reconnue de tous, qui fait la satisfaction et la fierté des étudiants, que quand l'étudiant rentre dedans, il ne se souvienne pas des temps que nous avons passés, qui nous donnent la preuve que peut-être les choses ne évoluent pas. Je ne suis pas en train de vous parler de vision passéiste de nos universités. Je ne suis pas dans cette vision passéiste. Mais je vous dis, il ne faut pas s'appuyer sur un système pour réussir et dire que le système, il ne vaut que dalle. C'est ça le problème que je pose. Non, je n'ai pas dit ça. Pas digne de ce nom, ça veut dire ça. Des standards internationaux. Oh, oui, d'accord. Mais alors, arrivons maintenant à ce dont vous parlez, le numérique. N'est-ce pas? Nous avons, au jour d'aujourd'hui, à travers les engagements nationaux, nous sommes sur le processus pour aller sur des bibliothèques numériques. Donc, bientôt, on va lancer le marché. Et certainement que vous allez voir qu'il y a des travaux qui se font dans ce domaine-là. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Nous avons parlé beaucoup de l'université virtuelle, pour lequel nous sommes allés donc voir l'expérience du Sénégal. Et nous avons déjà signé une convention avec des maîtrises d'ouvrage délégués qui doivent installer le siège de l'université virtuelle, avec des équipements à la pointe qu'on va installer là, pour faire en sorte que tout le monde ne soit pas obligé d'être en présentiel sur le campus. Parce que tous les cours des enseignants doivent être numérisés et on rentre dans un réseau d'échange avec un pays comme le Sénégal, avec qui on va échanger les cours numérisés, des contacts avec la Tunisie pour faire le même travail. Donc, une fois que l'université virtuelle est fonctionnelle, ce problème ne va pas se poser. Moi, j'ai signé le contrat et les modes sont en train de recruter les entreprises. À livrer en 2020. Non, pas en journée en 2020, puisque le contrat c'est pour cette année. Maintenant, on va prendre l'auditeur. Non, c'est pas ma dernière question. Non. Ma dernière question, monsieur le ministre. Laissez-moi finir avec cette affaire. Parce qu'il y a la question de la connexion dont vous parlez. N'est-ce pas? Là aussi, c'est le ministère en charge de l'économie numérique qui est en train de travailler sur le dossier, assez bien avancé, pour faire en sorte que toutes les 7 universités publiques soient déjà connectées et que toutes les cités universitaires soient connectées à l'Internet. Donc vous voyez bien que chaque ministère technique est en train de faire son travail. Nous serons les bénéficiaires, mais je vous assure que ma collègue en charge de l'économie numérique est en train de travailler sur ces dossiers-là pour que courant 2018,
on ait donc cette possibilité de connexion sur les universités de campus. En ce moment, vous pouvez rester là et vous connecter aux États-Unis pour prendre votre documentation. Qui est un téléspectateur, nous appelle de Ouagadougou. Nous allons prendre sa question. Bonsoir, M. Ouedraogo. Oui, bonsoir. Alors, posez votre question au ministre. Vous appelez de Ouaga. Okay. Bonsoir à ceux qui sont là-bas. Bonsoir sur le monsieur Simon Gongo. Là, j'ai un cri de cœur à lancer d'abord. Je voudrais surtout que le gouvernement prenne au sérieux la question d'éducation des enfants du Burkina Faso. Parce qu'à cette allure-là, nous allons nous perdre, nous allons nous égarer. Pourquoi aujourd'hui on peut savoir, dire après 50 ans d'indépendance, que nous comptons sur l'extérieur pour résoudre nos problèmes de l'éducation? C'est quand même pas intéressant. En tout cas, ils n'ont qu'à se mettre au sérieux, parce que si nous n'éduquons pas bien nos enfants aujourd'hui, tous les problèmes qui sont de l'extérieur et à côté, ou surtout au nord, là, ça va se multiplier. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Pourquoi faut-il envoyer un enfant à l'université pour qu'il fasse 6 ans avant d'avoir sa licence? D'accord. Votre question, M. Ouedraogo, parce que le temps presse. Ok. Ma question maintenant. Oui. Bon, où en est-on avec sur le qui a été annoncé depuis 2015. Et au niveau de l'arrivée du président des choses français, pourquoi lui, il veut aller faire son discours à l'université alors que notre propre président même n'y a pas encore été? Pourquoi? Il faudrait d'abord que notre président se présente, parle avec les étudiants avant qu'un étranger vienne parler avec eux. Donc, j'en ai fini comme on n'a pas assez de temps. Merci à vous, M. Ouedraogo. Monsieur le ministre. Oui. Oui, bon, je pense qu'il a bien dit qu'il a un cri de cœur. Le cri de cœur, c'est un cri de cœur, mais on ne peut pas dire qu'on compte que sur l'extérieur pour l'éducation de nos enfants. Je viens de m'étaler en long, en large sur cette question pour dire les efforts qui sont faits par le gouvernement en phase avec les engagements du chef de l'État. Je ne pense pas que là, on a dit qu'on attend que quelqu'un de l'extérieur vienne éduquer nos enfants. Quand on est en train de recruter les enseignants, ce sont des Burkinabés qui ont fait leur thèse, c'est notre budget national qui recrute les enseignants. Je ne vois nullement en quoi on compte sur l'extérieur pour ces choses-là. Sur le PALU, effectivement, vous savez que c'est un processus qui est assez long. Les travaux sont en cours, mais parallèlement par rapport au PALU, on a un autre programme qui est situé à Bobo-Dioulasso, qui est en train de travailler sur la façon de travailler à rendre le mâle stérile, hein, pour réduire la propagation des moustiques. Donc on se bat sur tous les fronts, sur tous les fronts, et à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, nous avons un centre d'excellence au niveau du CNRST qui fait ce travail et qui fait que le Burkina se positionne en tout cas en pole position par rapport à la lutte contre le PALU. Alors, rien que hier ou avant-hier, donc j'ai lancé les travaux d'un atelier sur la question du PALU et sur la question de la dengue, des Zika, des chercheurs qui sont venus de toute l'Afrique, francophones et anglophones, qui travaillent sur cette question. Et je pense qu'il y a des avancées assez sérieuses par rapport à cela. Pour le commentaire sur le président, moi ça, je pense que il n'y a pas de complexe, à se faire. C'est une visite qui est là. La visite, s'il souhaite s'adresser aux étudiants, je ne vois pas objet à polémique pour ça. Non, voilà. Sauf qu'il dit que le président du Faso lui-même n'est pas encore allé. Qui vous a dit qu'il n'est pas allé? Peut-être qu'il n'est pas à la Ouaga 1, mais il était sur un campus. Il était, il était à l'INSA. Ce n'est pas l'université, ça? Il ne peut pas aller dans toutes les universités, sinon il gouverne quoi? Il fait quoi? Il était à l'INSA, et les engagements qu'il avait pris à l'INSA, on vient de lancer les travaux de bitumage de la voie de l'INSA. Qu'est-ce qu'on veut en plus? Ça, c'est à Bobo-Dioulasso. C'est à Bobo-Dioulasso. C'est une université burkinabé, pas française. Alors, on va passer à une question sur la plateforme Présimètre, puisque vous avez la possibilité de poster vos questions là-bas. On va lire ensemble, Monsieur le ministre. Il y a en fin août dernier le classement très querellé des instituts privés d'enseignement supérieur établis par la Direction générale de l'enseignement supérieur de votre département, après réaction de certains promoteurs d'établissements. Des insuffisances ont été reconnues par vos services et un nouveau rapport était attendu. Et à quand justement ce rapport-là? Bon,
Je pense que je me suis assez expliqué sur cette question. Sur des chaînes de télé. Il faut dire qu'il dit que c'était prévu pour fin septembre. Non. Moi, je me suis assez étalé là-dessus. J'ai dit que nous avons fait un travail qui est une photographie à un moment donné de la situation dans ces instituts d'enseignement supérieur. J'explique que quand vous allez faire votre contrôle, vous devez rendre compte de ce que vous avez trouvé. Mais il ne faut pas que les gens après ils vous disent bon, on avait oublié de vous présenter ceci ou cela, on va venir vous le présenter pour qu'on soit reclassé. Où est le sérieux dans cette affaire? Donc, mes services techniques ont fait un travail et je dis, moi je me reconnais dans ce travail. Il faut dire qu'il y a eu 112 établissements et écoles qui ont été inspectés, 33 de bonne qualité, 29 d'assez bonne qualité, 6 de mauvaise qualité et puis 5 de très mauvaise qualité. Tout à fait. Alors, quels sont devenus ces 5 et 6? Nous avons fait des correspondances aux 5 pour dire qu'ils doivent fermer. Des injonctions ont été faites pour leur dire que ça doit fermer. Et on fera des visites, si ce n'est pas fermé, on prend nos responsabilités. À l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est fermé ou pas. Bon, nous, on donne des injonctions, mais vous savez que c'est un service qui n'a pas toutes les ressources pour aller faire le tour tout le temps. Même puisqu'on il y a des instituts comme... Si vous arrivez à trouver, peut-être qu'il y a déjà des élèves au sein de ces élèves. Oui, mais ça a été publié. Des étudiants, pardon. Ça a été publié. Si vous prenez la responsabilité, on vous dit que ce n'est pas bon, vous y allez, il ne faut pas accuser le ministère en ce moment-là. Maintenant, nous, on fera notre travail de suivi et de contrôle. Ceux qui font du bon travail, on leur a dit félicitations, on est fiers de votre travail. Moi, j'ai passé ma journée à signer des correspondances adressées à ces 100 et quelques dont vous parlez. Ceux qui sont moyens, on leur a dit on vous encourage. Mais je vous dis que moi, j'ai reçu beaucoup de responsables de ces écoles qui sont venus, on a discuté, beaucoup sont très contents. J'ai des correspondances qui nous sont adressées pour dire qu'on est content du travail qui a été fait. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail et imaginer que tout le monde va être content, que tout le monde va applaudir. Ça, ce n'est pas possible, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais le second rapport, alors, qui devait paraître... Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on va aller publier un second rapport. Ce n'est pas ce que moi je dis. Moi, je dis, ceux-là qui avaient leurs documents et qui peuvent les présenter, ce n'est pas un rapport qu'il faut sortir encore. Mais de dire qu'on a pris acte que vous avez des documents, tout à fait, et on les écrit pour dire que on a enregistré. Parce que ce n'est pas la dernière évaluation. L'année prochaine, il faut encore faire l'exercice. Sauf que quand ça se passe d'individu à individu, ça peut se passer aussi avec les dessous de table. Non, quel individu à individu? Ce n'est pas des individus qui vont une personne pour faire ce travail, c'est une équipe. Il n'y a pas une histoire de dessous de table dans ça. Moi, je dis, on ne joue pas avec la vie des gens. D'accord, on va prendre une autre question avec la formation des gens. Une autre question. Bonsoir, Monsieur le ministre. Depuis quelques années, les frais de scolarité dans les universités privées ne font qu'accroître. Est-ce que, au sein de votre ministère, les mesures sont prises pour éradiquer ce problème? Si oui, quelles sont ces mesures-là? Alors, vous ne pouvez pas avoir une chose et son contraire. Quand vous dites que c'est vrai qu'on libéralise les choses, on permet aux privés de s'inviter de l'enseignement supérieur, c'est ce qui se passe au niveau du primaire, du secondaire, qui se répercute au niveau du supérieur. Maintenant, dans une logique prospective, peut-être qu'il faut engager une réflexion, pas seulement pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, mais engager la réflexion à partir du primaire, du secondaire, en allant vers le supérieur, pour que les acteurs se parlent. Ce n'est pas que le ministre va s'asseoir dans son bureau pour dire à partir d'aujourd'hui, on plafonne à 100 000 ou à 200 000. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des gens qui la plupart ont contracté des prêts de l'ordre des milliards pour investir, et vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau parce que ça vous plaît de le faire. Mais on rentre dans une logique de discussion pour que tout le monde se rende compte de la capacité ou de l'incapacité des parents d'élèves à satisfaire les frais de scolarité, et que chacun se dise, en fin de compte, même privé, on rentre dans l'éducation parce qu'on aime l'éducation. On rentre dans l'éducation parce qu'on a quelque chose à offrir à son pays. Après, il faut faire face aussi aux charges. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas au ministre de s'asseoir pour décider qu'on va baisser ou on va faire quoi. C'était des échanges entre tous les fondateurs, avec le ministère, avec la société civile, pour qu'on voit. Et quand vous voulez jouer là-dessus, c'est que quelquefois, il faut aussi être sûr que vous avez des mesures d'accompagnement pour faciliter les choses pour eux. Sauf que très souvent, plus la scolarité est chère, plus on hésite peut-être à retoquer un certain nombre d'étudiants. Oui, mais aussi nous sommes dans une logique où les gens pensent aussi que là où c'est cher, c'est mieux.
Il y a cette logique-là aussi qui est là. Et donc, si vous la allez ouvrir prend le coup aussi. si vous allez ouvrir votre école et puis vous dites aux gens, venez vous former à 100 000, ils ne vont pas se bousculer parce qu'ils diront qu'on n'est pas sur de la qualité. D'accord. On va retour en plateau ici avec M. Timothée Bougouin. Prenez place. Vous allez donc poser vos questions, on va dire, à M. le ministre. Évitons les commentaires, allons directement aux questions parce que vous n'avez que 10 minutes. Ok, bonsoir, bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Alors, je vais essayer de poser des questions, très courtes, pour que la clarté de vos réponses convainc nos concitoyens par rapport à ce que vous avez comme vision pour l'université. La première question, on sait que l'université, dire que rien ne va, c'est peut-être trop dire, mais l'université traverse des problèmes depuis quelques années. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cela est la conséquence du désengagement progressif de l'État dans un secteur comme celui de l'enseignement supérieur? Oui. Je vous remercie pour cette question, mais j'ai l'habitude de dire pour qu'un système d'enseignement marche, c'est des acteurs multisectoriels et des conjonctures multifactorielles. Pour qu'il y ait l'enseignement, il faut qu'il y ait d'abord des infrastructures. Ça, tout le monde le sait. Il faut qu'il y ait des étudiants, il faut qu'il y ait des enseignants et qu'il y ait une administration avec des atos et tout ça. Il faut ce système. Et si ce système, on n'a pas une vision commune là-dedans, on va vous donner toutes les infrastructures. Vous n'en ferez absolument rien. Et nous avons dit que le vrai problème de nos universités aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. La gouvernance, pas parce que l'administration de l'État. Non, pas du tout. Quand je parle de gouvernance, il ne faut pas l'amener à l'aspect administratif. La gouvernance n'est pas seulement de l'administration. La gouvernance, c'est déjà que chaque acteur ait le sens de la responsabilité et le sens du bien commun. Le sens de savoir qu'un blocage dans mon domaine peut bloquer tout le système. C'est ça la gouvernance. On est dans quel système où lorsque on programme une évaluation, des étudiants, soit ils disent même qu'ils ne vont pas, eux-mêmes ils ne vont pas être évalués, soit certains viennent dire qu'on ne va pas évaluer ceux qui doivent être évalués parce que nous n'avons pas été suffisamment évalués. On est dans quel système? Vous comprenez ça? Oui, mais on est dans quel système? J'arrive. Oui. Quand je parle de gouvernance, c'est ça. On est dans quel système? Lorsque on programme un enseignant pour qu'il fasse son cours, les étudiants sont là, la salle est là, il n'est pas là. Donc la faute Ça, aux pour étudiants. moi, c'est ça la gouvernance. Oui. Mais en même temps, si on n'a pas une administration capable de faire exploiter de façon optimale les infrastructures et de faire en sorte que tous les acteurs soient là pour que les choses se passent bien, rien ne marchera pas. Oui, Donc arrêtons d'accuser les ressources. Oui. Les ressources sont indispensables, mais il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Oui, à justement, commencer par le ministre peut-être. Oui, justement, monsieur le maire, est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un ancien qui ne vient pas à son cours ne soit pas sanctionné? Est-ce qu'il est normal, par exemple, que des étudiants qui refusent de composer, ne soient pas sanctionnés? En principe, si la gouvernance est bien faite du point de vue que réglementaire, ces problèmes doivent être déjà résolus. Apparemment, il y a comme une certaine impuissance. Non, il n'y a pas d'impuissance. Je vais vous dire qu'il n'y a pas d'impuissance, il n'y a pas d'immobilité. Rien que ce matin, on a fait une séance de travail sur des arrêtés. Des arrêtés qui doivent nous permettre de réguler la mobilité des enseignants-chercheurs. Dans quelles conditions un enseignant peut être autorisé à aller enseigner au privé et dans quelles conditions il peut être autorisé à aller diriger une école privée. C'est dans quelles conditions? Puisqu'on en parle déjà. Nous disons, selon les arrêtés que nous sommes en train de travailler, c'est le public d'abord votre principal employeur. Il faut d'abord que vous puissiez assurer vos cours de façon convenable au public. La concurrence de combien d'heures, par exemple? Donc, on sait que pour les enseignants, vous savez, c'est des catégories. Vous avez ce qu'on appelle les assistants qui, théoriquement, 175 heures. Les maîtres assistants, 150 heures. Les maîtres de conférence, 125 heures. Les professeurs titulaires, 100 heures. Les enseignants à temps plein, 300 heures. Donc ça, c'est ce volume que vous devez faire dans l'année. Si on vous programme et qu'en un semestre, ou bien un semestre et demi, vous pouvez finir vos cours, ou vous faites 80%, on peut accepter que vous puissiez aller appuyer parce que nous avons une responsabilité qui est d'accompagner et de ne pas faire en sorte que le privé soit en déliquescence. Mais nous disons, travaillons d'abord pour renforcer ce qui nous appartient, parce que ce sont les universités qui payent vos salaires. Donc, faites votre devoir là.
Ensuite, vous êtes libre pour aller faire ce que vous voulez faire. Mais ces textes-là, c'est pour encadrer ça. Mais alors, chacun pouvait aller dans une université privée, prendre des cours, on n'est pas au courant. N'est-ce pas? Mais les textes qu'on prend, c'est pour dire que vous ne pouvez pas aller si vous n'avez pas l'autorisation de la hiérarchie. Désormais, il faudra une autorisation de la hiérarchie avant de partir. Qu'on est en train de finaliser pour signer, pour qu'on dise que... Alors, on vient voir M. Timothée, on va vous donner un cours dans telle université. Timothée ne va pas aller prendre l'engagement. Après, on le cherche à l'université, on ne le trouve pas. Il viendra dans la chaîne pour déposer son dossier, demander une autorisation et aller enseigner. OK. Alors ça, c'est pour les anciens et pour les étudiants. Est-ce que c'est quand même admissible que des étudiants s'opposent à ce qu'une évaluation se fasse à la date prévue par l'ancien et l'administration? Non, ce n'est pas admissible. Là aussi, on a des textes. De toutes les façons, on n'a pas fini de travailler sur les textes. Mais vous savez que quelquefois, les gens se sont plaints parce qu'il y a eu des zéros collectifs. Ouais. Voilà. Et quand vous refusez d'être évalué, on connaît la conséquence. Si l'administration et l'enseignant ont respecté les délais pour le faire, il y a des délais pour évaluer. Exactement. Et il faut donc consigner tout ça dans un document. Une fois que c'est clair, qu'on a fixé, que c'est clair que c'est tel jour, si vous venez qu'ils ne sont pas là, on tire la conséquence. Okay. Ils veulent zéro parce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est comme ça que ça doit... Mais pour cela, il faut qu'on soit sûr que chacun a respecté ce qu'il faut respecter. Il ne faut pas aller distribuer des zéros parce qu'on va les distribuer. S'ils sont dans les droits, il faut décaler. Est-ce que M. le ministre promet que plus rien ne sera comme avant sur nos universités? Je pense que vous suivez bien, vous savez bien que plus rien n'est déjà pas comme avant. Alors, l'autre mal de l'université, ça c'est écrit dans le PNDS, hein, et il y a que les réformes qui ont été appliquées ne sont pas adaptées. Ce qui fait que finalement le problème n'est pas résolu. Et quand on parle des réformes qui ne sont pas adaptées, dans ce qui est décliné dans le discours de politique générale de son Excellence, M. le Premier ministre, il est prévu par exemple la construction de 26 amphithéâtres de 500 places, alors que déjà les amphithéâtres de 1000 places sont dépassés. Qu'est-ce qui permet au gouvernement, par exemple, de faire des prévisions de ce genre, alors que les réalités sont là? Non, c'est dépassé tant qu'on reste sur les deux universités, Ouaga 1, Ouaga 2, peut-être Koudougou et Bobo. Ça peut être dépassé. Mais je vous dis que si on fait une bonne planification, on n'aura pas besoin d'amphi de 2000 places. Si on arrive, il faut faire en sorte que les universités, je vous dis qu'on vient d'autonomiser 3 centres universitaires, à savoir Dédougou, Fada Waïguia, avec des infrastructures qui sont déjà là. Il faut qu'ils prennent leur capacité en charge en termes de nombre d'étudiants. Pour ne pas continuer à envoyer la moitié des bacheliers à Ouaga 1. C'est ça notre problème. Maintenant, on les a autonomisés et les infrastructures vont être développées pour que des amphis de 500 places dans ce domaine-là, que chacun prenne ça. Et là, maintenant, ce qu'on a fait cette année, c'est une commission nationale d'orientation. Dans les années passées, Koudougou pouvait s'asseoir pour dire, nous, on prend 2000. Bobo dit, nous, on prend 3000. Et après, Ouaga 2 prend, et le reste, comme on ne sait pas où ils vont tous à Ouaga 1. C'est l'université mère qui ne peut pas refuser. Mais cette année, on a mis une commission, n'est-ce pas, nationale d'orientation des étudiants, où nous sommes assis, on a dit, on va mettre temps à Koudougou, on va mettre temps à Bobo. On fera en sorte que chacun prenne sa part, et ce qui reste, on met à Ouaga 1 parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce que nous avons fait. Vous voyez, la faculté de médecine de Bobo, depuis que ça a été créé, ils étaient restés sur 30 étudiants. Ils n'ont pas bougé. Cette année, nous avons discuté avec eux pour leur dire, vous pouvez pas continuer à prendre 30. Et ils ont compris. Cette année, ils sont passés à 50. Et ils nous ont même fait le cadeau de dire, monsieur le ministre, si vous êtes d'accord, nous allons ouvrir la pharmacie. Je leur ai dit, si vos documents de pharmacie sont prêts, moi je les signe demain. J'ai signé, ils ont recruté 50 personnes en pharmacie. C'est des effectifs en moins. Bobo n'avait pas de lettres. Qu'est-ce que nous avons fait à Bobo? Nous avons dit, ouvrez les lettres à Bobo. Ils ont ouvert. Ils prennent 700 personnes en lettres, c'est-à-dire en sociologie, anthropologie, en lettres modernes et tout ce que vous... et en histoire. Ça fait des effectifs en moins sur Ouaga. Nous avons Gawa. Cette année, ils ont ouvert en prenant des étudiants dans le domaine de la culture et dans le domaine de la science. Kaya est en train de recruter ses premiers étudiants dans le domaine des sciences et technologies. Donc, c'est comme ça qu'on va réduire la pression. Donc, il ne faut pas se jeter sur des amphis de 2500 places parce que sous peu, si tous ces dispositifs-là marchent, on n'aura pas
l'effectif pléthorique sur Ouaga 1 et Ouaga 2. C'est pourquoi il faut planifier toutes ces choses-là. L'autre question qui se pose, d'une manière générale, on se demande vraiment, est-ce que ce n'est pas en rapport avec votre personne, mais je dis d'une manière générale, si monsieur le ministre des Enseignements a vraiment la capacité nécessaire d'entreprendre les réformes au niveau des campus. Parce qu'il y a des bonnes mesures qui sont annoncées, il y a des discours qui sont tenus. Comme le blanchiment technique de Moussa Ouattara à l'époque. Oui, et finalement, au finish, enfin, on est toujours à la même situation. Et pourquoi vous doutez de mes capacités? Non, je ne doute pas de vos capacités. Vous en doutez, puisque vous demandez si j'en ai... Alors, nous voulons que vous rassurez les concitoyens. Non, moi, je n'ai pas besoin de fanfaronner avec mes capacités. Tout le monde sait ce que je fais en termes de travail. Je suis un enseignant qui ne dort pas, qui fait son travail. On s'est connu dans le monde de la consultation. Vous savez bien que je n'ai jamais raté un rapport. Je fais mon travail comme il faut. Dans tous les domaines, j'essaie d'être au rendez-vous de ce qu'on me confie. Et depuis qu'on m'a confié ce ministère, je ne dors pas. En moins de 3 mois, vous avez vu que j'ai parcouru toutes les universités. Ce n'est pas pour aller dire des paroles mielleuses et puis revenir m'asseoir. J'ai recommencé ma tournée encore. J'ai engagé des activités qui sont en train de porter. Je vous dis qu'en 2016, la communauté universitaire a fait confiance et tous les étudiants sont rentrés. Ça, ce n'est pas un résultat. Nous sommes en train de vous dire que pour 2017, on voudrait que tout le monde rentre. Alors, si ça, c'est pas de la capacité, je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne vais pas changer les choses au rythme de bon Dieu, mais je changerai les choses au rythme de la dimension humaine et avec la compréhension de tous mes collaborateurs. On va prendre un téléspectateur qui est au bout du fil. Il s'appelle Jean-Marc Bama. Il est de Ouagadougou. Bonsoir, monsieur Bama. Bonsoir, monsieur. Votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, ce que j'ai, c'est autant de préoccupation qu'une information que je voudrais porter à votre attention. Et par la suite, maintenant, je sais qu'il y a quelques questions, je vais les poser. Et comme vous le savez, autant que tout le monde, l'audience a commencé, les auditions ont commencé du moins depuis hier. Et je suis moi-même candidat. Et lorsque je suis arrivé hier matin, j'ai constaté, en même temps que plusieurs dizaines de candidats, qui sont en nom sur les listes. Est-ce que vous pouvez éloigner un peu votre combiné, peut-être, sinon on ne vous entend pas très bien. Voilà, je disais que nous avons constaté que beaucoup de candidats n'ont pas leur nom sur les listes d'audition. Et à côté de cela, il n'y a pas eu de liste de rejet de dossiers. Ils nous ont tout simplement demandé de laisser nos noms et nos contacts qu'ils allaient nous appeler. Ce que nous savons, c'est qu'à partir de demain, déjà, certains auront fini avec leurs auditions. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura une liste qui va indiquer le nombre de candidatures rejetées? Ça, c'est ma première préoccupation. Et deuxièmement, vous avez mentionné que comme le recrutement a concerné aussi les docteurs burkinabés qui sont à l'extérieur. Est-ce que ces docteurs-là ont vraiment été pris en compte, puisque lors du dépôt des dossiers, on leur a demandé de seulement déposer la CNIB, sachant que les candidats qui sont en Europe depuis des années ou ceux-ci n'ont pas de CNIB. Ça veut dire que si déposaient leur dossier avec des passeports qui seraient rejetés. Est-ce qu'en réalité, vous avez voulu prendre en compte ces candidats de l'extérieur? Il me semble qu'il y a tout un flou autour de ce recrutement-là. Ça a été soulevé par beaucoup de candidats hier. On a connu une différence par rapport au moment lorsque c'est l'université qui recrutait ces candidats. Peut-être vous allez commenter un peu sur ça. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, monsieur Bama. Bien. Monsieur le ministre, pour la réponse. Oui, merci. Moi, je suis content de voir quand même que les candidats sont en train de suivre cette émission et qui font la preuve, effectivement, qu'on n'est pas en train de confirme que les auditions se font et qu'on est en train de travailler, n'est-ce pas? On aura nos 100 assistants, ça va se faire. Et maintenant, les listes. Il faut savoir que le travail se fait à double niveau. On a reçu des centaines de dossiers. Et donc, ils ont passé la première semaine à examiner les dossiers, puisqu'il s'agit de postes précis. Si vous avez déposé pour un poste où il y a peut-être 15 personnes, on ne peut pas faire l'audition avec les 15 personnes. Donc vous êtes obligé de regarder dans le fond les dossiers pour savoir déjà si les gens ont déposé des dossiers pour leur domaine ou pas. S'il y a un phasage entre la candidature et le poste pour lequel donc, il est candidat. Donc dans ce processus-là, évidemment, c'est sûr que l'analyse des dossiers peut faire en sorte que certains ne soient pas présélectionnés. On ne va pas quand même faire l'entretien avec tout le monde. Tant qu'ils sont éligibles, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez que le dossier ne tient pas la route par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la peine de l'écouter. Moi, je pense que c'est ça qui a pu se passer. Donc maintenant, cette phase, c'est de prendre ceux dont les dossiers sont en phase avec les postes pour lesquels, parce que vous pouvez avoir un doctorat, aller déposer pour un poste qui n'est pas en relation avec votre diplôme. Et ça, c'est un problème. Donc, ils sont en train de faire les auditions. Par contre, si c'est des omissions,
je pense que c'est des jurys qui sont quand même assez sérieux, qui doivent vérifier s'ils n'ont pas pu écarter des gens qui sont éligibles. En ce moment-là, peut-être qu'il faut faire en sorte qu'ils soient écoutés. Mais en tout cas, tous ceux qui sont dans ce cas-là, ils peuvent être rassurés qu'aucun jury n'arrêtera le travail sans avoir écouté tous les candidats présélectionnés pour la phase donc, des auditions. Maintenant, il a parlé, moi j'ai reçu même des Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui m'ont contacté pour dire qu'ils veulent savoir quand est-ce que les auditions commencent. Certains ont eu l'information à partir du site du ministère. Certains avaient des amis qui leur ont redonné l'information. Ils ont pris leur billet, ils sont arrivés. Parce qu'effectivement, dans certains cas, il y a eu la question de la CNIB, où je pense que je lui ai dit d'ailleurs, pour ceux qui avaient le passeport, il n'y a pas de raison de leur dire de ne pas déposer avec le passeport. C'est une pièce burkinabé qui est acceptée. Donc je pense que ça a été rattrapé. Donc, en tout cas, nous, on est en train de progressivement faire en sorte que tous ceux qui peuvent aller à la compétition, qu'ils ne soient pas brimés du fait donc de travers qui dépendent de nous. Voilà ce que on a M. Monet Ambroise qui nous appelle de Koudougou, qui a aussi une question. Bonsoir, M. Monet. Oui, bonsoir, M. le ministre. Votre question, s'il vous plaît. Voilà, bon, j'ai remarqué depuis le début, quand M. le ministre essaie d'intervenir, il prend des exemples sur l'université de Ouaga 1. Alors que le problème des universités, ce n'est pas seulement Ouagadougou, c'est partout. Toujours au début, il a dit qu'à Ouagadougou, nous avons une bibliothèque digne de ce nom. Mais à Koudougou, nous n'avons presque pas de bibliothèque. Et je voudrais l'informer qu'il n'y a qu'une petite bibliothèque privée, qu'on appelle bibliothèque des Pères Blancs. Chaque fois, ceux qui sont dans les filières de lettres, s'ils ont des exposés à faire, c'est dans cette bibliothèque-là qu'ils se rendent. Et généralement, les étudiants prennent les cachent. Et quand il y a des travaux à faire, on prend parce qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre nous devance. Sincèrement, j'ai comme l'impression que les autres universités sont abandonnées. L'accent est plutôt mis sur Ouaga, alors que le problème est général. À Koudougou, nous n'avons pas de bibliothèque. Vous avez eu à faire des tournées, et vous l'avez constaté ça. Et jusqu'à présent, bon, on voit que rien n'est fait, et rien ne nous a été dit également. Voilà, c'était là ma préoccupation. Monsieur le ministre. Merci à vous, monsieur Monet. Oui, je pense qu'il peut y avoir des sentiments légitimes, peut-être qu'il n'a pas suivi la partie concernant les autres universités, mais je dis ici qu'il y a un bâtiment R+4 en construction à Koudougou pour servir de bibliothèque. Je pense que les gens l'ont entendu ça. Et peut-être qu'il pourra aller vérifier à l'université Norbert Zongo si ce n'est pas le cas. On est en train de travailler là-dessus. Et quand j'ai évoqué la question de la connexion, j'ai dit que toutes les universités publiques et toutes les cités universitaires vont être connectées. Je ne suis pas parlé seulement de Ouaga. J'ai dit qu'on a un programme avec les engagements nationaux pour la documentation numérique. Ça, je l'ai dit, oui ou non. À Koudougou, il y aura un espace numérique ouvert qui est planifié pour la première phase de l'université virtuelle. C'est-à-dire que l'université virtuelle, il y a le siège à Ouaga. On a un espace numérique ouvert à Ouaga, un à Koudougou, un à Bobo. C'est les trois pour lesquels nous avons signé les contrats qui doivent permettre donc de loger les cours. Donc on n'a pas du tout oublié les autres universités. J'ai pris beaucoup d'exemples sur les bâtiments pédagogiques dans les centres universitaires. Mais bon, on a l'impression qu'on est sur Ouaga, mais de toutes les façons, ça se fait aussi ailleurs. Alors donc, on va accueillir M. Sommet, qui va vous poser des questions, Monsieur le ministre. Olivier Sommet, qui s'installe et qui a des questions pour vous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Alors, vous avez noté beaucoup de réalisations qui sont faites, mais moi, je voudrais quand même, dans un souci d'évaluation, je voudrais que vous nous disiez si, effectivement, les engagements qui ont été pris par le président Roch Kaboré sont réalisés dans les délais qu'il nous avait promis de les réaliser. Il avait promis qu'à l'issue de l'année 2016, il y aurait 10 amphithéâtres qui seraient construits. Il a promis 12 bâtiments pédagogiques pour 2016, 5 laboratoires, 2 bibliothèques, et il avait promis également que la mesure de subvention des ordinateurs pour les étudiants du premier cycle, les 40% soient effectifs. Okay. Mais au jour d'aujourd'hui, cela n'est pas fait. Même si vous notez qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a eu un manque et une défaillance
au début du mandat. Non, attendez, il ne faut pas aller vite en besogne. Ce dont vous parlez, c'est sur 5 ans. Et si vous voulez nous évaluer... Attendez, non. Il a dit, oui. Il a parlé de 10 amphis, oui. De 46 bâtiments pédagogiques. Ça, ce n'est pas pour un an. Non, il y avait le... Non, j'arrive. Là, ce sont les réalisations prévues pour le quinquennat. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, est-ce que vous avez une planification dans l'espace et le temps pour cela? Parce que ce que je dis, oui. Il a promis 26 amphithéâtres au cours du mandat, oui. Dont 10 à l'issue de l'année 2016. C'est de cela que je parle. Okay. C'est des réalisations qui étaient supposées être faites à l'issue de l'année 2016 et qui n'ont pas été faites. Ok. Alors, là aussi, nous avons expliqué toutes les difficultés qui sont passées. Je pense que 2016, ce n'est pas la bonne année pour dire que les choses ont été bien faites ou pas. Alors, on a connu toutes les difficultés dont on a parlé, y compris les grèves de 40 jours de tout le système financier qui n'ont pas permis de passer les marchés. Donc comme il faut. Que non, j'arrive, je n'ai pas dit que ça n'a pas été fait. Non, mais je vous dis qu'il y a des choses qui ont été faites. Je vous dis que l'amphi jumelé de Ouagadougou est en train d'être achevé, de 750 places. Je vous ai parlé de l'amphi de l'université Nazi Boni. Je vous ai dit les complexes des bâtiments pédagogiques sur les trois CIP qui ont été totalement achevés et qu'on attend, les équipements ont été acquis. Ça, c'est fait. Il y a maintenant le reste qui a été planifié. Ça veut dire que le nombre n'est pas atteint. Non, vous n'avez pas le nombre, mais je vous donne quand même ce qui a été réalisé. Bon, voilà, je vous dis tout ce qui se passe, je suis assez clair là-dessus. Ce n'est pas pour vous dire qu'on a fait le 10, mais on dit que le travail a été fait. D'accord. Donc ensuite... Non, vous avez parlé des ordinateurs. Ça, je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Ah oui, parce après, on dira que nous avons... Non, après, on dira que nous évitons les questions. Non, mais il s'est passé quoi pour les ordinateurs? Il s'est passé que pour 2017... Il s'est passé que Huawei a préféré... Non, ce n'est pas Huawei, on n'a rien à voir. Huawei, ce n'est pas ça. Ça, c'était des tablettes. Je vous parle des ordinateurs. On avait un budget de 4 milliards pour l'acquisition de 20 000 ordinateurs courant 2017 pour les étudiants. Le budget n'est pas fictif, il est là. J'ai lancé le marché. Vous pouvez passer au ministère voir toutes les procédures qu'on a respectées. Pour arriver au bout du compte, avec des gens qui étaient hors enveloppe. Pour 20 000 ordinateurs, si. 4 milliards, ce n'est pas suffisant. Ils ont fait des budgets. Bon, quand on dit que c'est l'État, de toutes les façons, on pense que c'est des grosses affaires à faire. On se retrouve dans les 4 milliards et demi, les 5 milliards. Je n'ai pas le budget pour les acheter. Donc, dans ces conditions, ce budget n'a pas été dépensé. Et qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Il y a la Banque mondiale qui s'est approchée de nous pour dire qu'ils sont intéressés par l'université virtuelle et les ordinateurs. Et alors, ils vont, pour 2018, ils ont commencé déjà à monter le dossier. Et pour 2018, c'est eux qui mobilisent les fonds pour qu'on construise une université virtuelle et qu'on fasse les opérations d'ordinateurs pour les étudiants. Donc en 2018, il faut préciser que c'est subventionné, ce n'est pas distribué. Non, c'est subventionné. Il a même dit que c'est près de 40%. 2018, oui, parce que ma ferme volonté, c'était que 2017, déjà, les 20 000 ordinateurs, ça, j'ai lancé le marché. Vous pouvez vérifier, ça a été fait. Les étudiants vont vous évaluer. Et vous avez parlé des recrutements des enseignants, justement. Bon, quand vous avez parlé de 100 enseignants, c'est beaucoup à vue d'œil. Mais quand on va rentrer dans la répartition en fonction des filières, on se rend compte que véritablement, il y a des filières qui n'auront pas d'enseignants. Non, pourquoi vous dites ça comme ça? Parce que moi... Vous connaissez une filière qui n'aura pas d'enseignants? Bon, j'imagine que ça... Non, puisqu'on évalue, il faut qu'on soit précis. Dites-moi la filière. Pour le nombre, vous avez dit, par exemple, nous aurons à peu près 15 enseignants pour l'université de Bobo Dioulasso. Tout à fait. Bon, 15 mais est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont les besoins dans tous les domaines? En tout cas, il y a des domaines, je vous dis, il y a des domaines même qui sont saturés. Il y a des domaines où il y a des enseignants qui ne peuvent pas faire leur volume. Au Burkina, ici? Ben oui. On ne peut pas continuer à recruter. Il y a des domaines pour lesquels on en a. Il y a des domaines où, par exemple, la chimie, il y a même des problèmes pour trouver les candidats. Vous savez que nous avons une crise de scientifiques dans ce pays. Où vous ouvrez les postes, où ça ne se bouscule pas, il n'y a pas de gens pour les occuper. Vous avez vu combien de personnes étaient candidats au bac C? Vous savez? Donc, on a même des problèmes même pour avoir des étudiants pour les séries scientifiques. Heureusement qu'il y a des établissements scientifiques qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent. Et là, nous avons pris on vient d'ouvrir donc les classes préparatoires où nous prenons ceux qui sont en C, D, E, H, F,
qui seront tous des boursiers. On a à peu près 105 étudiants qu'on a recrutés pour renforcer le niveau en sciences. Donc c'est ça le problème qui se pose. D'accord. Donc les étudiants dans les UFR de droit et économie à Bobo-Dioulasso peuvent espérer avoir beaucoup d'enseignants parce que je sais qu'il y a un déficit d'enseignants. En tout cas, nous avons fait notre travail de répartie. Ils ont identifié les besoins et ils sont en train de recruter. D'accord. Et pour revenir à la question de l'ouverture des centres universitaires dans les différentes régions, est-ce que vous pouvez donner l'assurance aux étudiants qui vont s'engager dans ces universités-là, qu'ils vont avoir la qualité qu'il faut et qu'ils vont rester dans les délais qu'il faut? Ensuite, je voudrais savoir, est-ce que ce que vous évitez en ouvrant les centres universitaires, c'est-à-dire l'engorgement de l'université de Ouagadougou, est-ce que cela ne va pas se répéter à long terme? Parce qu'à Bobo-Dioulasso, vous avez ouvert de nouvelles filières avaient été ouvertes en son temps et vous avez ouvert les lettres. Mais les étudiants, finalement, après la licence qu'ils ont obtenue, d'ailleurs au bout de 4 années, dans le meilleur des cas, les étudiants étaient obligés, s'ils voulaient poursuivre le second cycle, de se déporter soit dans les universités privées, soit à Ouagadougou, à l'université de Ouagadougou, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de poursuivre. Et quand nous avons approché l'administration, il a été dit que c'est une décision politique. Est-ce que vous pouvez nous dire... Non, la décision... Attendez, vous savez, il faut que les gens comprennent l'enseignement supérieur. On est dans le système LMD. À partir de M, là, le master, tous les enseignants ne peuvent pas intervenir. Vous pouvez avoir 100 enseignants. Peut-être qu'il y a 10 qui peuvent intervenir sur le LMD, sur le M pour aller au doctorat. Donc, ça dit qu'il faut être un maître de conférence ou un professeur titulaire, ce qu'on appelle les enseignants de rang A. Et quand vous ouvrez les licences, on ne peut pas ouvrir des masters si vous n'avez pas des enseignants de rang A, parce qu'un maître assistant ne peut pas gérer donc un master normalement. Donc il faut qu'il y ait des enseignants de rang A pour ouvrir les masters progressivement. Donc une université qui n'en a pas, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, dans le système LMD, tout ce que vous formez en licence, il n'y a pas d'obligation de les envoyer en master. On prend un master en fonction des capacités. Mais si on Par contre, si vous prenez des gens en master 1, vous avez obligation de les envoyer tous en master 2 parce que le master 1 n'est pas un diplôme. D'accord, mais dans ce cas, l'État a au moins le devoir de promouvoir des salles de master aussi. Oui, non, pour les salles... Sinon, il y a des étudiants qu'on laisse... Non, pour les salles, normalement, ce n'est pas des gros effectifs. Maintenant, c'est le système qui se met doucement en place. Parce qu'il y a les masters de recherche et les masters professionnels. C'est-à-dire tout le monde veut aller faire un master de recherche, alors que pour ceux qui n'ont pas la vocation d'être des chercheurs, des anciens chercheurs, il faut les envoyer sur des masters professionnels. Et c'est là que tout le monde se bouscule pour aller faire un master de recherche, ça pose un problème. Alors, monsieur le ministre, est-ce que les étudiants qui n'ont pas la possibilité ça sera la dernière question. D'accord, de faire les masters, quel est leur sort relativement à leur employabilité? Puisque le système de l'emploi au Burkina Faso, pour la fonction publique en tout cas, est jusqu'à présent suit le système classique, quoi. Il y a des concours qui ne sont ouverts qu'aux titulaires d'une maîtrise. Les étudiants qui ont des licences dans le LMD, qui n'ont pas la possibilité de faire des masters, à quel sort sont-ils? C'est pourquoi il faut qu'ils aillent vers les licences professionnelles et des masters professionnels. Et ça, c'est le travail qui est en train de se faire. Les universités publiques sont en train de se doter de ce qu'on appelle les vice-présidences en charge de la professionnalisation et des relations université-entreprise. Donc ce sont ces vice-présidences qui vont nous permettre de créer des licences professionnelles, des masters professionnels pour qu'on ait des gens qui sont directement opérationnels pour le monde de l'emploi. Donc les concours du niveau maîtrise seront ramenés à la licence? Non, il ne faut pas les concours de niveau maîtrise. Ça, c'était notre travail. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Le problème dont vous parlez, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous avons notre système classique de recrutement qui est calibré sur des DEUG, des licences, des maîtrises, des DEA, des DSS et des doctorats. Donc on est en train, avec le ministre en charge de la fonction publique, de l'éducation et de la jeunesse, les 4 ministères sont en train de travailler pour faire en sorte que les postes ouverts au niveau de la fonction publique soient en phase avec notre nouveau système de formation. C'est-à-dire que ça soit calé sur la licence, le master et le doctorat. Ça, c'est un travail qui doit se faire. Merci. On va prendre la question de Tanti Rebecca qui est à Bérigadougou. Bonsoir, Tanti Rebecca. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et merci pour l'intérêt que vous manifestez pour nos émissions. Je sais que vous êtes très fidèle à Controverse et à Dialogue Citoyen aussi. Votre question? Oui. Okay. Ma première question, est-ce que les membres du gouvernement ont leurs enfants au niveau des universités du Burkina Faso?
Merci. Quand on voit ce qui se passe, oui. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pour la réponse. Oui, j'ai bien compris la question. Je ne connais pas tous les membres du gouvernement et leurs familles pour pouvoir dire qui a son enfant à l'université de Ouaga ou pas. Et je pense que la qualité de nos universités ne doit pas se mesurer, n'est-ce pas, à la présence des enfants des membres du gouvernement dans ces universités. Et pourquoi pas? Non, ce n'est pas un critère de qualité. Il y a bien des gens qui ont leurs enfants dehors sans être des membres du gouvernement. Mais Vous connaissez, répondez-moi, vous connaissez combien de citoyens de ce pays qui ont leurs enfants à l'extérieur? Il ne faut pas qu'on ramène la question à des réflexions de ce genre pour demander s'ils ont leurs enfants là ou pas. Ça, je pense que ça, c'est le droit de tout chacun d'inscrire son enfant. Là, il espère pouvoir l'inscrire. Ce n'est pas le problème qui me préoccupe là. Alors, on va prendre une question sur la plateforme. Alors, bonjour monsieur le ministre. Pourquoi la suppression des postes de TP, enseignants à temps plein dans les universités, pendant que vous avez besoin de jeunes chercheurs pour la consolidation du vivier du personnel enseignant-chercheur? Oui, là aussi, bon, c'est en fait, quand on parle de suppression, en fait, on a enlevé ces postes pour les remplacer par ce qu'on appelle les agents temporaires d'enseignement et de recherche, les ATR. Donc, on a trouvé l'équivalent. C'est de faire en sorte que les étudiants qui ont leur master, qui sont dans les laboratoires, qui font de la recherche, qu'on puisse les prendre comme étant des enseignants, des agents temporaires d'enseignement, avec un accompagnement qu'on leur fait mensuellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bourse, donc on leur donne un pécule de 100 000 francs par mois pendant 3 mois. Ce qui leur permet, au bout du compte, d'accélérer la rédaction de leur thèse, de finir et de pouvoir donc se reconvertir donc en assistant ou en attaché de recherche. Donc on a l'équivalent qui est là, mais ça, on a fait ça parce qu'il faut juste, on s'est rendu compte que ceux qui sont sur leur thèse, ils n'ont pas les facilités pour avancer et qu'on pouvait trouver un dispositif pour les accompagner. Et ceux-ci-là, dans leur mission, ils ont la responsabilité, par exemple, d'accompagner les enseignants titulaires dans les TD et les travaux pratiques. Alors, en attendant que le vérificateur qui va venir communiquer votre note arrive, monsieur le ministre, dites-nous de façon concrète, d'ici à 2020, qu'est-ce qui est prévu et fixé pour pouvoir améliorer justement le système éducatif, oui. On va dire le système au niveau du supérieur et de la recherche? Alors, d'ici 2020, évidemment, on a rappelé les engagements du chef de l'État en matière d'infrastructure. Donc, je dois dire que le cap n'a pas changé. Les infrastructures qui ont été donc pendant programmées, ce temps, Adama Coulibaly nous rejoint. Qui ont été programmées, nous les avons inscrits donc de 2018 à 2020. De faire en sorte qu'il y ait des amphis de 750 places pour Ouaga 1. 3 amphis pour l'UCA, donc l'Université Norbert Zongo, Ouaga 2, des amphis pour l'IDS, donc l'Institut des sciences, pour l'Université Nazi Bouni, Dédougou, Ouaga 2, donc jusqu'en 2020, nous avons maintenu le cap pour ce qui est des amphis. Nous avons également maintenu le cap pour ce qui est des bâtiments pédagogiques. Là, il y a évidemment FADA, il y a Gawa, il y a Kaya, Naziboni, Dori qui vient d'être créé, l'IDS, et ainsi de suite. Donc nous avons maintenu le cap. Pour ce qui est de la recherche, les laboratoires aussi sont reprogrammés de 2018 à 2020. Pour l'IRSS, donc l'Institut de recherche en sciences de la santé, pour l'Institut des sciences des sociétés, pour l'IRSAT, mais aussi pour les universités de Waïgouya, Dédougou, Fada et l'IDS. Donc nous avons programmé ces réalisations-là. Ce qui reste, c'est aussi en matière de cités universitaires, nous avons reprogrammé 9 cités universitaires d'une capacité de 11 012 lits pour toutes les universités. Donc jusqu'en 2020, on maintient le cap pour pouvoir être au rendez-vous de ce qui a été promis pour les universités. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongou. Vous avez suivi l'émission et la prestation du ministre surtout
Alors, vous avez la responsabilité de nous dire comment il s'est comporté sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le C'est ministre. le grand juge qui est là. Oui. Bien, donc après plus d'une heure d'échange sur les chantiers, la vision et les ambitions de votre département ministériel, nous avons pu apprécier que votre tâche est immense et nous avons aussi trouvé que vous avez apporté des réponses appréciables par rapport à certaines questions. Mais nous avons relevé qu'au niveau des réalisations, surtout par rapport aux objectifs dont parlait M. Sommet tantôt, seulement un bâtiment précisément au niveau de l'UFR SEA, selon vos dires, a été réceptionné. Non. Les autres sont pratiquement en chantier. Non, non, non. Ce n'est pas un seul. Bon. Pour les autres, vous parlez de chantier. Non, non. Et oui. Non, non. Je vous ai dit, si vous partez vers la fac... SEA, c'est ce que je vous ai dit. IMP, ce que vous dites, le bâtiment P8, oui. Mais partez faire un tour vers la fac de santé, vous voyez qu'on a beaucoup de bâtiments qui ont été réceptionnés. Ça, ce n'est pas des vies de l'esprit. C'est des bâtiments qui existent. Je vous ai parlé des trois des bâtiments pédagogiques et les restaurants universitaires au niveau de Ouaga, de Fada, Waïgia et d'Edougou. Tout ça s'est passé dans les mailles. Pas les chiffres, peut-être que ça non, non, moi je donne. C'est à lui de d'accord. Donc, mais dans l'ensemble, on note que par rapport aux objectifs du programme présidentiel. Est-ce que vous avez changé vous avez dit que c'est un seul? Ça, au moins, vous avez changé. Oui, tout à fait. Vous venez de rectifier, oui. Mais bon, sur ça, vous avez donné la précision, mais les autres, bon. Vous avez plus, on parlait plus de projets par rapport aux autres réalisations. Vous venez de le confirmer. Vous venez de le confirmer. Non, ok, merci bien, monsieur le ministre. Merci bien. Mais nous constatons que par rapport au programme du président du FASO et surtout pour l'objectif 2016, ces objectifs n'ont pas été atteints. Donc, c'est ce que nous pouvons essentiellement noter par rapport à vos réponses. Maintenant, concernant votre prestation proprement dite, les invités sur le plateau vous ont noté. On remarque par rapport aux différentes questions évoquées, abordées, les notes varient de 4 à 6 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne de 5 sur 10. Ouais. Nous aussi, nous avons noté à notre manière. Nous trouvons que vous avez répondu un peu au-dessus de la moyenne. Nous avons donné la note de 6 sur 10, okay. Ce qui vous fait une moyenne générale globale de 5,50 sur 10. C'est la première fois que j'ai une mauvaise note. Mais vous êtes